C'est la récréation du matin. La cour de l'école des Bois se remplit d'enfants qui dégustent leur collation dès 10 heures, au soleil si possible. Une majorité de produits industriels, souvent emballés, presque toujours sucrés, et beaucoup de barres chocolatées. Est-ce que ça vous arrive de prendre des fruits au goûter ? Ouais. Non. Je préfère encore prendre des Oreos ou des cochonneries. Et maman, elle m'engueule à cause de ça, donc... Quand il y en a, j'ai le droit d'avoir 29 perces, mais quand il n'y en a pas, c'est un petit peu au lait. Soit un pain au chocolat, soit des biscuits, quelque chose comme ça. Souvent Snickers ou Twix. Nous ne tournons pas au Bois dans le Jura parce que les produits industriels y sont plus consommés par les enfants qu'ailleurs. Ce serait même plutôt le contraire si on en croit les études de marché menées par le Club européen des diététiciens de l'enfance. Céline Richonnet est diététicienne. Elle est l'auteure de l'étude qui portait sur le marché français. Nous avons regardé tous les produits du marché qui étaient marketés à destination des enfants. Donc avec des éléments marketing sur l'emballage, du tutoiement, des petits personnages, des licences, des cadeaux. Sur les 1155 produits de l'échantillon français, 58% correspondaient à un Nutri-Score D ou E, donc mauvais. 95% étaient ultra transformés et 93% contenaient du sucre ajouté. Notre constat a été de se dire vraiment les produits qui sont particulièrement designés en termes d'emballage et de communication pour s'adresser à l'enfant ne sont finalement pas adaptés à la diète de l'enfant entre 3 et 12 ans. Est-ce que finalement nous sommes mieux lotis en Suisse ? On a fait une étude là récemment avec la Haute École de Santé de Genève sur le marché suisse. On a relevé ici aussi tous les produits qui s'est destinés à l'enfant. Donc ça a fait un panel de 735 produits. On s'est aperçu que les offres alimentaires étaient différentes. Les produits n'étaient pas les mêmes, on ne peut pas dire ça. Par contre, quand on analysait la qualité nutritionnelle de ces produits, eh bien, elle était aussi déplorable, quelle que soit la région d'Europe là, qu'on avait regardée. L'étude genevoise porte sur 735 produits et montre que 58% de produits suisses destinés aux enfants ont un Nutri-Score D et E, 92% des produits sont ultra transformés et on trouve du sucre ajouté dans 83% des produits. C'est surprenant, mais une écrasante majorité des aliments destinés aux enfants sont mal adaptés à leurs besoins, voire mauvais pour leur santé à long terme, selon les normes actuelles de l'Organisation mondiale de la santé. Des recommandations qui ont radicalement changé depuis un demi-siècle. Voici ce que conseillait un pédiatre en 1968. Nous commençons relativement tôt l'alimentation solide. Et l'idéal serait d'avoir un bébé qui, à l'âge d'une année, ne prenne plus son biberon, mais soit à des repas solides à la cuillère. Docteur, doit-on saler les aliments d'un bébé ? Je pense qu'on peut bien les saler modérément, mais on peut les saler assez rapidement, dès les premiers mois de vie. Aujourd'hui, au contraire, on conseille de poursuivre l'allaitement maternel jusqu'à 12 mois si possible et surtout ni sucre ni sel dans les aliments durant les 2 premières années de vie. Jusqu'à 3 ans, on a une fenêtre qui est particulièrement sensible. L'enfant est en construction, il est en croissance, il est en train vraiment d'assurer sa santé future. On parle des 1000 jours, donc les 1000 jours, ça enveloppe la conception de l'enfant, la grossesse est jusqu'à l'âge de 2 ans, et donc on peut même étendre jusqu'à 3 ans. Cette période-là, il y a une fragilité particulière, et l'enfant doit vraiment, par exemple, manger sans sel ajouté. Il n'y a aucune raison de rajouter du sel à l'alimentation d'un enfant de moins de 3 ans. Sans sucre ajouté également. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir éventuellement une cuisine familiale quand on cuisine soi-même, et puis après, à chacun de rajouter son sel ou son sucre dans son assiette, mais que la cuisine familiale soit faite sans sel et sans sucre. Ce marché des produits pour enfants est plein de pièges, avec des produits qui ont l'air sains et particulièrement adaptés. Exemple avec les galettes de riz. Nous en avons retenu 3 pour les enfants. Galettes de riz aromatisées à la framboise de la marque Hip, conseillée dès 8 mois, achetées à la Migros. Galettes de riz complet à la pomme de la marque pour enfants de la Migros Lily Bix. Et galettes de riz de la marque Coop Jamadou au jus de pomme concentré. Les 3 sont aromatisés au jus de fruits, c'est une forme de sucre, même si l'emballage indique sans sucre ajouté.
C'est tout à fait l'inverse de ce que je recommande parce qu'en plus le jus, présente une source de sucre libre. C'est vraiment ce que l'OMS recommande de limiter, et donc n'a absolument pas sa place dans des galettes de riz soufflées. Galettes de riz qui en plus sont moins rassasiantes et plus hyperglycémiantes que du pain. La composition des produits pour enfants contient donc trop de sucre libre et leur fabrication souvent ultra transformée les rend très artificiels. Et on sait que la consommation régulière d'ultra transformés est liée au surpoids, au diabète et aux maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Anthony Fardet est chercheur en alimentation humaine. Il nous aide à identifier les marqueurs d'ultra transformation. La visée de ces marqueurs, c'est cosmétique. Par définition, ça n'est pas indispensable. Donc on est bien dans l'idée d'artificialiser l'aliment. Et donc leur fonction, c'est de modifier les propriétés liées au sens, puisque c'est ce qui nous fait acheter l'aliment et l'apprécier. Donc la couleur, les arômes, texture et goût. Donc ces marqueurs ultra-transformation, il y en a 4. Les 3 premiers sont sur l'emballage. Donc avec un exercé, on peut essayer de les reconnaître. Donc les premiers, c'est des colorants. Et en bouche, tout ce qui est texturant, émulsifiant et modificateur de goût. Ensuite, vous avez les arômes, tous les arômes naturels, de synthèse, les extraits d'arômes. Ensuite, en troisième, on va trouver du gras, du sucre, des protéines et des fibres ultra transformées. Et le dernier qui n'est pas sur l'emballage et qui est un peu plus compliqué à détecter, c'est des traitements technologiques qui eux aussi sont très récents. C'est surtout la cuisson-extrusion et le soufflage. Donc, si vous voulez, on peut avoir des aliments qui n'ont ni additifs cosmétiques, ni arômes, etc., mais qui, s'ils sont cuits extrudés, avec une texture très poreuse et friable, restent ultra transformés. Plus simplement, une céréale est ultra transformée quand on ne reconnaît pas la forme du grain dans le produit fini. C'est le cas, par exemple, de ces chips de maïs pour bébé. Autre indice d'ultra-transformation, la liste des ingrédients. Si elle contient plus de 5 éléments dont certains sont inconnus, par exemple lactosérum en poudre ou sucre inverti, comme dans ce muesli snack de Roland qui pourtant a vraiment l'air d'être fait à la maison. Il y a d'autres indicateurs qui doivent mettre la puce à l'oreille. C'est souvent des emballages très colorés avec des couleurs très vives. D'ailleurs, les emballages et les couleurs des aliments pour enfants sont souvent plus colorés que pour les adultes. Il y a souvent des portions individualisées. Des promotions, ce qu'on appelle en anglais les cute packaging ou les emballages mignons. Et ça, les enfants, ils sont extrêmement sensibles. C'est-à-dire qu'ils achètent avec les yeux, ils dégustent d'abord avec les yeux. Donc on a un marketing très élaboré que moi je qualifie d'agressif auprès des enfants pour les attirer. Ça marche très très bien. Sur les biscuits, c'est des animaux trop choux. Et t'aimes bien les animaux trop choux? Tu les connais, ces biscuits? Oui. Oui, tu les aimes bien? Les parents devraient donc se méfier des produits destinés aux enfants, de leur marketing fait pour les séduire, qui n'est pas le signe d'une qualité nutritionnelle adaptée. Sans compter que les produits pour enfants sont souvent plus chers à poids équivalent que les produits tout public. Un exemple, le poisson pané acheté dans le même supermarché. Les sticks de poisson pané premier prix du lieu d'Alaska coûtent 44 centimes au 100 grammes et la version pour enfants trop chou en forme d'animaux à base de Pangasius coûte, elle, 1,65 franc au 100 grammes. C'est 4 fois plus cher. Le goûter, c'est un moment important pour un enfant. Moi, je commence par tourner autour de la table. Et en Suisse, il est traditionnellement composé d'aliments sucrés. Nous avons proposé un large choix de produits à Elias et Adrien, 5 ans tous les deux. Que vont-ils choisir? Elias respecte scrupuleusement la consigne. Il commence par une compote maison, tandis qu'Adrien se précipite sur un biscuit au Nutella. Nicoletta Bianchi est diététicienne spécialisée dans l'alimentation des jeunes enfants. Un goûter équilibré, qu'est-ce que c'est? C'est un goûter qui comprend des fruits, si possible frais, à croquer, un farineux et éventuellement un produit laitier en fonction de la journée, si on a déjà eu ou pas. Et un pain plutôt complet avec un morceau de fromage, ça peut tout à fait constituer un bon goûter. On va voir. Oh, mais normalement, c'est des biscuits. Beaucoup de ces produits sont déjà préemballés en portions. C'est très pratique. Est-ce que les portions sont adaptées à la quantité que voudra manger un enfant?
Alors, pas forcément, évidemment. Tout dépend de la portion. Et puis, certaines grandes enseignes font des packaging pour les enfants plus jeunes, avec des portions qui sont réduites. Mais pas toutes. Mais pas toutes. Non, si vous prenez un Darvida Blevita courant, la portion est d'environ, en fonction du type, dans les 40 grammes, ce qui est quand même assez conséquent si l'enfant est très jeune, par exemple. Donc, il ne faut pas forcément se fier à ces pré-emballages. Non, non. Je pense qu'une chose importante, c'est de respecter l'appétit de l'enfant et de lui donner des portions qui lui conviennent et qu'il accepte. Exemple avec ces crackers, la version enfant de Jamadou, aromatisée à la pomme, propose des portions de 38 grammes, alors que dans la version originale de Darvida, les portions pèsent 40 grammes. Des portions quasi identiques pour adultes et enfants, alors qu'on sait que nous avons tous tendance à terminer une portion quand nous l'avons commencée. Autre exemple de goûter très prisé des parents, les compotes en emballage individuel. C'est une manière pratique de proposer un fruit, mais est-ce une bonne idée ? Ce sont des compotes mixées, donc il n'y a pas de morceaux. Ça peut convenir pour les tout jeunes enfants, puisque en fonction de l'enfant, disons jusqu'à 8, 10, 12 mois, l'alimentation peut être lisse. C'est fini. Je mange pas souvent. Et puis, c'est très régressif, parce que ces gourdes, on va les téter et on ne va pas manger à la cuillère. On ne va pas manger des fruits qui nécessitent une mastication pour les enfants plus grands. Et donc, effectivement, c'est comme un biais de consommation qui n'est pas, je dirais, dans la nature de l'évolution de l'alimentation de l'enfant. Et puis, ensuite, la mastication permet un rassasiement plus rapide aussi. Donc, avaler des aliments en purée, faciles à mâcher, avaler, rapidement avaler, eh bien, on n'a pas un sentiment de satiété. Et ça, c'est un problème par rapport à la gestion du poids. On peut prendre un comme ça pour la maison. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai envie. J'ai plus faim parce que là, je suis remplie de chocolat. Bon, à ce stade du reportage, vous vous dites que rien ne va. Les portions des crackers sont trop grandes, les compotes en gourde sont trop régressives. Est-ce qu'au moins, on peut sauver les barres de céréales pour le goûter ? Non. Je serai assez franche. Là encore, je pense qu'il faut un peu nuancer et regarder les compositions. Mais souvent, les barres, plutôt les barres traditionnelles, pas spécialement destinées aux enfants, contiennent beaucoup d'ingrédients et sont très sucrées et contiennent peu de fibres. Le marketing se base sur la présence de céréales, mais ça suffit pas. J'entends, c'est parce qu'il y a des céréales que c'est un produit sain. Il faut regarder vraiment ce qui accompagne ces céréales et de la manière dont elles sont traitées. Est-ce que ce sont des céréales en tant que telles, entières dans le sens où il y a le grain, cuit, etc. Ou est-ce que ce sont des céréales qui ont été soufflées, extrudées, ce qui change, comme on l'a vu, au niveau métabolique, l'assimilation de ces glucides, de ces sucres. Est-ce qu'on peut en faire soi-même ? On peut en faire soi-même, oui, notamment avec des flocons de céréales. Donc c'est différent. Les flocons d'avoine, par exemple, de millet, ce sont des céréales qui sont cuites et ensuite tranchées pour faire des flocons. Éventuellement rôtis aussi pour le goût. Et donc c'est très différent d'une céréale qui a été extrudée ou soufflée. On met tout ? On met tout, vas-y, mets tout dedans. Elvire est une mère de famille très attentive à la qualité de l'alimentation de ses 2 enfants, comme du 3e qui naîtra bientôt. Aidée de son aîné, elle prépare sa recette de barres de céréales maison. Pour cela, elle a besoin de flocons d'avoine, de purée d'amandes, de graines de tournesol, d'amandes hachées, de purée de pommes, de sirop d'érable et de graisse de coco. Le mélange est bien tassé dans des moules avant cuisson. C'est bon, maintenant tu mets l'autre.
pour moi, c'est très important que mes enfants mangent correctement, mangent des choses saines, des choses qui ne sont pas traitées, sans insecticides ni pesticides, donc des choses bio de préférence. Notre aliment est notre premier médicament, donc c'est important pour leur croissance et leur santé. Comment est-ce que vous choisissez ce que vous leur donnez? Je dirais, je vais surtout regarder les étiquettes dans les supermarchés, regarder les compositions des aliments lorsque j'achète des choses peut-être un peu transformées. Mais de manière très simple, j'achète généralement des aliments qui sont pas transformés et je cuisine un maximum comme je peux à la maison. Oh, c'est prêt, t'as vu? Alors, viens. Tu m'aides? L'objectif d'Elvire, c'est de proposer à ses enfants des produits aussi variés que possible pour bien développer leur goût. Je sais que mes enfants, ils adorent grignoter des petits légumes crus, des carottes, concombres, des petites tomates cerises. Donc ça, il y aura forcément dans sa petite box pour le goûter. Après, ça va aussi en fonction de ce qu'il va me demander. Donc s'il veut quelque chose de sucré avec un peu de chocolat, je vais essayer de lui trouver quand même quelque chose un petit peu sucré. On n'est pas dans les interdits non plus. Ça aussi, il faut se faire plaisir. C'est important. Voilà. Les aliments sucrés, c'est un synonyme de plaisir. Retour à l'école des Bois, les enfants ont bien intégré que manger trop de sucre, ça n'est pas bon pour eux. Oh purée. Ah, je crois que je vais tomber d'une pomme. Alors, devant la caméra et malgré la tentation d'un sac rempli de goûters sucrés, l'émerveillement passé, ils font preuve de beaucoup de retenue. J'ai choisi ça parce que j'aime bien et ouais, parce que j'aime bien les Darussida. Et celui qui se laisse tenter par les sucreries prévoit de les partager. J'adore les Kinder Country, ma soeur puis mes deux frères. Puis ils adorent ça, donc je pourrais les partager. Mais quand on demande aux enfants ce qu'ils viennent de manger à la récré, c'est le mot chocolat qui revient le plus souvent. Et j'ai eu des myrtilles avec de petits chocolats. J'ai pris 2 carrés de chocolat et de la tomate et de la mozzarella. Une galette de riz avec un petit œuf en chocolat. Nos enfants sont exposés aux aliments industriels sucrés et ultra transformés dès leur plus jeune âge. Et plus tard, à l'adolescence, le docteur Anne-Emmanuelle Ambresin en constate les premiers effets sur leur santé. Ce qui nous préoccupe en médecine de l'adolescence, c'est le fait que le surpoids et l'obésité, ça représente un adolescent sur 4 en Suisse. Donc en fait, c'est vraiment la préoccupation de santé publique principale. Ce qui est un peu insidieux, c'est que ça va surtout avoir des répercussions dans la vie adulte, avec le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, qui va faire que dans sa vie d'adulte, on sera pas en bonne santé. Il n'y a pas de données sur la consommation de sucre des enfants et des adolescents en Suisse, mais des études menées en Belgique et aux Pays-Bas montrent que les jeunes consomment plus de sucre que les adultes. Et ce qu'on sait, c'est qu'en Suisse, un adulte consomme en moyenne 110 grammes de sucre par jour, plus du double que ce que préconise l'OMS. Le sucre, c'est comme une autoroute. En fait, on a peut-être un petit chemin de campagne, puis en fait, il va devenir de plus en plus rodé. Puis si on nourrit beaucoup avec du sucre, on va avoir cette habitude de rechercher du sucre. On est dans une société que moi j'aime bien appeler addictogène, c'est-à-dire qui promeut vraiment les comportements addictifs dans toutes leurs formes. Hein. On voit ça avec la nourriture, on voit ça avec le sport excessif. Enfin, on voit ça dans tout type de comportement. Donc, ce qui se joue derrière, c'est probablement l'attrait à en faire des consommateurs. Les enfants et les adolescents sont des êtres en développement. Puis on parle de vulnérabilité pour la pédiatrie au sens global. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des êtres qui ont une certaine dépendance. Ils sont pas totalement formés, terminés, donc ils ont une dépendance à l'adulte. Et puis le travail et le job des adultes, c'est de mettre en fait un cadre protecteur pour qu'ils puissent grandir optimalement. Comment faire alors pour protéger les enfants et les adolescents contre la consommation excessive de sucre ? À l'adolescence, c'est aussi une phase particulière où on sait que la prévention la plus efficace, c'est la prévention plutôt sur le plan structurel et sur le plan législatif. C'est-à-dire que si on travaille au niveau individuel, certes, on va
peut-être pouvoir aider un ado ou l'autre, mais on sait que c'est pas là le lieu le plus efficace. Ce qui marche très bien, c'est de les faire réfléchir, c'est-à-dire de les informer. Après, ils vont rechercher des infos, ils vont discuter entre eux, puis ils essayent de faire des challenges, de changer certaines choses dans leur vie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine compétition déloyale avec l'afflux d'informations qu'ils reçoivent par jour est absolument omniprésent, tant sur la toile, sur leurs écrans que dans la rue. En 2023, les parlementaires suisses ont une fois de plus refusé de réglementer ou de taxer le sucre dans les aliments, contrairement à 80 pays dans le monde. La Suisse préfère laisser à l'industrie alimentaire la liberté de réduire le sucre dans ses produits. Résultat, une bouteille de Fanta achetée en Suisse contient 2 fois plus de sucre que la même bouteille achetée en Grande-Bretagne, où le sucre est taxé. C'est l'heure de la cantine dans cette école primaire du Pays de Galles. Un moment de détente pour ses enfants, mais pas vraiment pour cette responsable des repas scolaires de cette municipalité. La raison, dans ce district, on estime qu'un tiers des enfants de 4 ans est médicalement considéré comme obèse. Nous avons des enfants qui commencent tout juste l'école et ils ont déjà des problèmes d'obésité à un si jeune âge. C'est vraiment inquiétant. Dès qu'ils commencent l'école, on essaye de se battre immédiatement pour renverser la tendance. Mais la partie est loin d'être gagnée. Le menu du jour est une véritable bombe calorique. Des bâtonnets de poisson servis avec des frites et des pâtes, ainsi qu'une poignée de haricots rouges pour les enfants qu'ils veulent bien. Le dessert, un brownie servi avec de la glace. Un repas extrêmement riche en calories et très faible en nutriments, qui selon la spécialiste est déjà une amélioration drastique par rapport à ce que les enfants mangent à la maison, où les repas sont souvent constitués de burgers, de pizzas et de chips. C'est déconcertant parce que ces choix ne reposent pas que sur les enfants. On voit de plus en plus de fast-food, c'est plus pratique, le temps des gens est si précieux. On voit des supermarchés et des supérettes fermés tous les jours et de grandes chaînes de fast-food s'installer à la place. Pour offrir un repas plus sain à un maximum d'enfants, la cantine est désormais gratuite depuis quelques mois. Mais les défis pour améliorer la qualité de ces repas scolaires sont nombreux, les fournisseurs en produits frais dans la région sont rares et les contraintes budgétaires sont strictes. Réussir à nourrir ses enfants est donc un véritable exercice d'équilibrisme. C'est un objectif à long terme et on est au tout début de ce processus où l'on peut éduquer nos élèves à prendre les bonnes décisions. Et en prenant les bonnes décisions, on aura un impact sur la crise de l'obésité. Le Royaume-Uni est statistiquement une des nations les plus grosses d'Europe. Et ce problème n'est nulle part plus apparent qu'à Ebbw, la ville la plus obèse du pays. Ici, plus de 80% des habitants sont en surpoids. Et pour les gens du coin, la source du problème est très claire. Je pense que c'est parce qu'il y a tellement d'offres de fast-food comme les fish and chips ou McDonald's. La vie est dure, alors parfois c'est juste plus simple de se dire « Allez, on va se faire plaisir ». Pizza, kebab ou encore burger, on trouve effectivement du fast-food à tous les coins de rue. Et tous font des offres qui ciblent spécifiquement les enfants. L'endroit est techniquement catégorisé comme un désert alimentaire, soit une région où les produits frais sont quasi impossibles à trouver. Pour ce vendeur de kebab, ouvrir son restaurant dans une ville où 80% de la population est obèse est tout simplement le paradis. Avant, j'étais à Bristol, personne ne venait chez moi. Mais maintenant, j'ai des clients réguliers et des familles, pas seulement des fêtards ivres. Mes clients commandent 2 à 3 fois par semaine. Dès qu'ils me donnent leur adresse, je sais immédiatement ce qu'ils veulent. Cette organisation aide ceux qui ne peuvent tout simplement pas se nourrir. Au Royaume-Uni, les riches mangent sainement et les plus démunis se nourrissent pour survivre. Une situation qui n'a fait qu'empirer ces dernières années, la faute au Brexit et à l'inflation. C'est le triste constat fait par la responsable de cette organisation d'aide alimentaire. Ils essayent de survivre.
Ils ne pensent pas à leurs besoins nutritionnels. Ils achètent juste ce qu'ils peuvent se permettre d'acheter. Ils mangent du fast-food 6 jours par semaine. Plutôt que d'avoir faim, ils préfèrent le fast-food. Prenez des tomates pas chères et mettez-les dedans. Cette organisation dispense des cours de cuisine, car après tant d'années de repas tout prêts et ultra transformés, les parents ne savent tout simplement plus cuisiner et ils n'arrivent pas à transmettre des rudiments à leurs enfants. Mais pour elle, son initiative n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et le gouvernement devrait plus s'impliquer dans ce combat. Beaucoup de gens ne savent plus cuisiner. Si vous leur donnez, par exemple, une boîte de pois chiches, ils ne savent pas quoi en faire. On doit empoigner le problème et mettre en place de vraies solutions. Il faut mieux éduquer les parents pour qu'ils sachent quoi faire et le transmettent à leurs enfants. À Londres, des organisations militent contre l'obésité des enfants britanniques, comme la Food Foundation. Son équipe a fait une découverte affolante il y a quelques mois. Les enfants britanniques sont plus petits aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans et font partie des plus petits en Europe. La racine de ce déclin, la malbouffe des enfants. La taille est une des manières de mesurer la bonne croissance des enfants. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'en moyenne, la taille jusqu'à récemment était en train d'augmenter. Et maintenant, elle baisse. C'est un signe que quelque chose a changé et qu'il faut empoigner ce problème pour améliorer la santé de nos enfants. Pour l'organisation, avec l'appauvrissement de la population britannique ces 10 dernières années, les gens privilégient désormais les produits ultra transformés à la place des produits frais qui coûtent en moyenne 2 fois plus cher au Royaume-Uni. Du coup, 60 à 80% du régime alimentaire du Britannique moyen est constitué de produits ultra transformés. Voici une sélection de produits ultra transformés qui ne sont vraiment pas chers et qui sont très communs au Royaume-Uni. Et ça veut dire qu'il y a une absence de nourriture saine, comme des fruits et des légumes dans notre régime alimentaire. C'est le résultat de campagnes marketing, de ce que l'on trouve dans nos magasins et de ce que l'on peut se permettre d'acheter. Pour la chercheuse, le gouvernement devrait s'inspirer d'un outil clé pour corriger ce problème. En 2018, le pays avait introduit un impôt sur les boissons sucrées, forçant les entreprises comme Coca-Cola ou Pepsi à payer une taxe sur la quantité de sucre qu'ils mettent dans leurs produits. Résultat, la quantité de sucre ingurgité par les enfants avec ces boissons a baissé de 50%. Ce type de taxe a un double bénéfice, parce qu'elle force les fabricants à repenser les recettes pour mettre moins de sucre, et elle lève des fonds supplémentaires que l'on peut réinvestir dans des programmes pour lutter contre l'obésité. On peut apprendre de cet impôt sur les boissons sucrées et l'appliquer à plein d'autres produits. Le système de santé est en état d'alerte. Face à la gravité de la crise, le gouvernement a établi 30 cliniques dédiées uniquement au traitement de l'obésité des enfants, comme celle-ci. Son directeur, le docteur Gupta, est affolé par la situation. On a sous-estimé l'obésité infantile pendant des années, mais maintenant on sait que c'est une véritable pandémie, un problème encore plus important que le Covid-19 dans ce pays. Le gouvernement monitore le poids des enfants dans ses écoles et envoie les enfants trop obèses consulter ce spécialiste avec leurs parents, comme cette mère. Son équipe de psychologues et de pédiatres commence par leur donner des conseils sur comment améliorer leur alimentation à la maison. L'impact sur la santé des enfants de cette malbouffe est catastrophique. Le docteur explique qu'un enfant de 4 ans obèse aura une espérance de vie de seulement 49 ans et que les conséquences de ce fardeau se font sentir au quotidien. On a de l'hypertension, des problèmes de sommeil, des apnées du sommeil, de l'hypertension dans le cerveau, beaucoup trop de pression. Et puis, les problèmes de foie sont aussi très communs. En fait, ces enfants très jeunes perdent beaucoup d'années de bonne qualité de vie à cause de tous ces problèmes. Pour les cas plus compliqués, les médecins au Royaume-Uni peuvent faire recours à une batterie de médicaments dont la plupart n'est pas encore autorisée en Suisse pour traiter l'obésité infantile. Le plus populaire, l'Ozempic, un médicament utilisé à l'origine pour les cas de diabète de type 2 et qui coupe l'appétit. Les médecins britanniques peuvent désormais le prescrire dès l'âge de 12 ans. Cet été, ces ados ne se détendent pas à la plage. À la place, leurs parents les ont envoyés dans ce camp pour personnes obèses. Objectif, perdre un maximum de poids en une semaine tout en apprenant les bases d'une alimentation plus saine.
Même si ça a l'air petit, il y a quand même 375 calories dedans. C'est plein de potassium et de fibres. Des programmes de ce genre ont émergé aux 4 coins du pays et sont souvent financés par le gouvernement. Leur approche, enrôler la famille entière dans le camp pour être sûr que la perte de poids soit durable. S'ils venaient seuls et rentraient ensuite dans leur famille, leurs parents ne connaîtraient pas l'origine du problème, ni comment les aider, comme on le fait ici. Un programme qui a séduit cet adolescent qui jure qu'il ne mangera plus de fast-food après le camp. Les jeunes ne savent pas ce qui est bon. Ils mangent juste ce que leurs parents leur donnent. De la nourriture transformée, comme des pizzas, du mauvais poulet, ou de la nourriture à emporter, comme le KFC. Comme quoi, au-delà des médicaments et des impôts, l'éducation pourrait être une arme simple mais redoutable pour lutter contre la malbouffe et ses conséquences catastrophiques sur la santé de nos enfants.